2 semaines après son placement en détention provisoire, Jacques Moretti sort de prison. Pour éviter tout risque de fuite, il est équipé d'un bracelet électronique et a interdiction de quitter le territoire suisse. Chaque jour, il doit également se présenter auprès d'un poste de police. Moins d'un mois après le drame dans la station suisse, l'enquête, elle, se poursuit. Comment expliquer un tel incendie? Pourquoi le bar s'est-il embrasé si rapidement? Qui est responsable? Des éléments de réponse se situent sans doute derrière ces grandes bâches blanches qui protègent désormais le Constellation. Depuis le drame, il y a plus de 3 semaines, les enquêteurs inspectent le bar de nuit. Et les premiers rapports font état de manquements majeurs, à commencer par les portes de sortie. 3 au total. La porte principale, une sortie de secours au sous-sol, visible sur ces images, ainsi qu'une porte de service. Toutes ces issues étaient-elles utilisables? Certaines étaient-elles verrouillées? Le témoignage d'une ancienne employée que nous avons joint par téléphone est à ce sujet sans équivoque. Entre le cigare lounge et l'étage du bas, il y avait une issue qui est condamnée qui s'ouvrait avec une clé. On avait interdiction de l'ouvrir. Moi, j'étais obligée de prendre une clé pour ouvrir cette porte pour après, du coup, pouvoir monter dans l'étage, quoi. Nous nous sommes procuré les images de vidéosurveillance du sous-sol, quelques instants avant l'incendie. Sur la caméra numéro 9, on aperçoit une des sorties de secours. Elle semble bloquée par une chaise. Selon nos informations, c'est ce qui aurait empêché certaines des victimes de sortir par cette porte. Si tel était le cas le soir du drame, cela signifie qu'il n'y avait plus que la sortie principale de l'établissement pour faire fuir les fêtards. Combien étaient-ils ce soir-là? Le site internet du bar annonce une capacité de 400 personnes. Et là encore, cela interroge. Lors d'une conférence de presse organisée le 6 janvier dernier par la commune de Crans-Montana, le président Nicolas Ferraud affirme que les derniers rapports de sécurité prévoyaient une jauge bien inférieure. À noter que les 2 rapports mentionnaient, comme pour tout rapport, le nombre maximal de personnes par pièce, à savoir 100 personnes au sous-sol et 100 personnes au rez. La capacité maximale de l'établissement était-elle atteinte ce soir du 31? Sur ces images enregistrées par la vidéosurveillance, on peut en douter. Nous sommes 3 minutes avant le début de l'incendie et on constate que le sous-sol est loin d'être entièrement rempli. En attendant ces conclusions, lors de cette conférence de presse, de premières responsabilités émergent. Un premier rapport de 60 pages pointe du doigt de graves manquements. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Le Conseil communal a pris connaissance de cet état de fait en consultant les documents remis au ministère public ce week-end. Nous le regrettons amèrement. La justice dira l'influence qu'a eu un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame. Aucune inspection pendant 6 ans pour cet établissement rénové entièrement en 2015 par ses 2 nouveaux propriétaires, des gérants corses. Sur ces images que nous nous sommes procurées, on les découvre sur le chantier du Constellation. Un remodelage en profondeur dont la commune de Crans-Montana affirme ne pas avoir été informée. Aucune demande n'a été effectuée, ni en 2015, ni par la suite, pour les travaux intérieurs. Comme vous le voyez, la loi ne fixe pas l'obligation de vérification des matériaux lors du contrôle périodique. La justice devra déterminer s'il fallait le faire malgré tout.
Parmi les matériaux installés lors de cette rénovation, cette mousse, celle qui s'enflamme. On la voit clairement sur ces clichés, pris pendant les travaux réalisés par Jacques Moretti, il y a 10 ans. Il explique qu'effectivement, en 2015, quand il a racheté, il a fait quasiment tous les travaux tout seul, sauf la ventilation électricité, qui avait déjà une mousse quand il l'a acheté, mais il l'a arrachée. Il a acheté lui-même une mousse. Il donne aux enquêteurs le nom du magasin et la marque. Il a acheté lui-même une mousse qu'il a collée au plafond. Et tous les travaux, le bar, tout ça, c'est lui qui a fait tout seul. Mais cette protection phonique a-t-elle été traitée contre le feu? La question se pose au vu de la vitesse à laquelle les flammes se sont propagées. Nous avons reconstitué l'embrasement express à l'aide de la musique diffusée dans le bar lors du début de l'incendie et des vidéos amateurs. Tout commence à 1h26 du matin, comme le montre ce téléphone sur la photo. À cet instant-là, les feux d'artifice des bouteilles entrent en contact avec la mousse, qui commence à prendre feu. Sur les vidéos que nous nous sommes procurées, la musique a démarré depuis 33 secondes et les flammes se propagent. Après 49 secondes, durant le refrain, les flammes sont vives. Et certains tentent de les arrêter avec un simple tissu, pendant que d'autres continuent de filmer. Mais rapidement, le bar s'embrase. Certains commencent à fuir. En moins d'1 minute 30, le feu se répand à l'ensemble du sous-sol du Constellation. Avant, quelques instants plus tard, d'en faire de même avec l'étage, puis la terrasse. Comment une simple mousse acoustique, censée protéger du son, a-t-elle pu causer la mort de 40 personnes? Nous avons rencontré l'ancien patron du bar Le Constellation. Pour lui, il est incompréhensible d'avoir installé cette mousse, tant l'isolation de l'établissement évitait les nuisances. On m'a jamais demandé d'en mettre une. Jamais une personne qui habitait dans les appartements au-dessus nous a dit qu'on faisait trop de bruit. Donc en tout cas, vous n'avez jamais eu de plainte pour le sous-sol? Non, jamais. Jamais aucune plainte. On n'a jamais payé la moindre amende pour ce genre de choses. Problème, cette mousse n'avait récemment plus fait l'objet de vérification, selon la commune de Crans-Montana. Justement, il n'y a jamais eu de contrôle sur ces panneaux phoniques, puisque vraisemblablement nos responsables sécurité successifs n'ont pas estimé qu'il était nécessaire de les contrôler. Il est nombreux, les quelques chefs de sécurité qui ont été contrôlés ce bar auraient dû faire un peu plus attention à cette mousse. Pour l'avocat du propriétaire Jacques Moretti, l'absence de contrôle disculpe en partie son client. À partir du moment où vous avez une commune qui doit mettre en place des contrôles dans les établissements publics et qui éventuellement, pour une raison ou pour une autre, ne le fait pas, eh bien, ça ne peut pas être la responsabilité évidemment de l'exploitant. Ces questions, il faut les adresser aux personnes qui avaient cette charge. Plus aucun contrôle depuis des années, alors même que le danger semblait connu à l'intérieur de l'établissement nocturne. Maxime est un ancien employé du Constellation. Il nous parle anonymement, par crainte des représailles de la part de ses ex-patrons. Selon lui, l'équipe de la boîte de nuit était consciente des risques. C'est toujours dit, quand les serveuses font les envois bouteilles, donc vous savez, quand ils mettent les scintillants sur les bouteilles, on s'est toujours dit, si c'est en contact permanent, tout va prendre feu. Et on savait très bien qu'il y avait un risque potentiel et que les normes de sécurité étaient un peu bancales. Toutes ces mousses isolantes, les extincteurs non à disposition, là, le personnel non briefé sur les conditions en cas d'incendie, un seul agent de sécurité présent, pour moi, si un drame est arrivé, c'est pas anodin, quoi.
Dans son audition du 1er janvier, Jacques Moretti reconnaît que ses équipes n'étaient pas formées à la gestion d'un incendie. D'autres éléments interrogent. La largeur de l'escalier, lui aussi rénové en 2015, était-elle suffisante pour permettre une évacuation en urgence? Sur les photos que nous nous sommes procurées, on voit clairement que la taille a été réduite avec les travaux. Environ 3 mètres de largeur avant, près d'1,40 m seulement après. Sur cette vidéo promotionnelle, seules 2 personnes semblent avoir la place d'emprunter les escaliers. Pour l'ancien patron de l'établissement, c'est l'une des raisons du drame. Aujourd'hui, la configuration telle qu'elle est aujourd'hui à l'instant T, avec des escaliers qui ont été rétrécis, il n'y a rien à faire, hein, parce que là, des gens qui courent dans un escalier qui fait 1,30 m, c'est pas la même chose que quand on court sur 3 mètres. Mon client n'a pas fait ça tout seul. Il a fait des travaux, certes, mais il a eu des autorisations d'exploiter. Des personnes sont venues contrôler son établissement. On doit vérifier un certain nombre de choses, la largeur des portes, la largeur des couloirs, la largeur des escaliers. Et il me paraît assez clair que si des contrôles ont été faits, tous ces éléments ont été vérifiés. Selon plusieurs sources, 34 des 40 personnes décédées dans l'incendie ont été retrouvées au pied de ce petit escalier, au niveau de ces grandes barrières qui entravent un peu plus la sortie. Pour ceux qui ont réussi à emprunter ces marches, un autre problème s'est-il dressé face à eux? La porte principale de l'établissement était-elle réglementaire? Selon le média suisse RTS, non, car elle a été construite pour s'ouvrir vers l'intérieur, comme on le voit sur cette image, alors qu'elle aurait dû permettre de s'ouvrir dans le sens de la fuite. Autant de manquements qui pourraient être retenus contre Jacques et Jessica Moretti, le couple de gérants français, déjà connu par la justice. Jacques Moretti a été condamné en 2008 dans une affaire de proxénétisme. Même si les 2 propriétaires demeurent présumés innocents dans l'affaire de l'incendie de leur bar, désormais, ils sont tous les 2 directement au cœur de l'enquête. Ça montre la négligence de l'exploitante dans la gestion de l'établissement. Et à l'évidence, ça montre aussi une culture du risque inconsidérée, qui dépasse toute possibilité de contrôle. Et ce sont des pratiques qui mettent en danger la clientèle et le personnel. Pour ces autres avocats du couple Moretti, leurs clients se disent prêts à répondre de leurs actes. Il est trop tôt pour distribuer des responsabilités. Les époux Moretti, comme ça a été dit, n'entendent pas se dérober ni à l'enquête ni à ses conclusions. Il faut, dans un premier temps, établir les faits. Une fois que vous aurez établi les faits, on pourra s'interroger sur les responsabilités des uns et des autres. Depuis vendredi 2 janvier, une instruction pénale pour homicide par négligence est ouverte contre les gérants, qui sont dans un premier temps laissés en liberté, même si, au lendemain du drame, ils ont été entendus par les forces de l'ordre. Nous nous sommes procuré leur toute première audition, celle de Jessica Moretti, qui explique notamment aux enquêteurs que c'est elle qui supervisait la soirée du 31. Son mari est alors dans un autre établissement du couple, lorsque l'incendie se déclare. Il est 1h26 du matin. Tout à coup, j'ai senti un mouvement de foule. J'ai vu de la lumière orange vers l'angle du bar. J'ai tout de suite hurlé « Tout le monde sort !» et j'ai tout de suite pensé à faire appel aux pompiers. Elle se rend compte que son staff, ses équipes ne sont pas sorties. Arrivée là-haut, les flammes grossissent énormément. Elle raconte qu'elle prend conscience de la gravité seulement une fois là-haut. Elle ne peut plus rentrer à cause de la foule et la fumée. Elle a appelé quasiment concomitamment les pompiers, les secours et son mari Jacques Moretti, qui donc arrive pour essayer de prêter main forte. Dans la panique, Jacques Moretti tente alors de rentrer à l'intérieur du bar. Mais impossible, il y a déjà trop de fumée. Aux enquêteurs, il explique faire le tour de l'établissement pour essayer d'y accéder par une autre entrée. On est allé vers la porte de service, mais elle était fermée et verrouillée. Nous avons forcé et elle a fini par céder en quelques secondes. C'est alors qu'il découvre plusieurs personnes au sol, inanimées. Avec les pompiers, il tente de les sauver, mais c'est trop tard.
Jacques et Jessica Moretti concluent chacun leur audition avec un immense sentiment de culpabilité. Je suis dévasté. Je me sens responsable de n'avoir pas su protéger toutes les victimes. C'est le drame de ma vie. Je ne sais pas comment je vais tenir. Effondré, accablé, le couple semble aujourd'hui isolé. Jean-Marc, 33 ans, considéré comme le fils adoptif du gérant, est l'un des seuls à prendre la défense des Moretti. Lui aussi était présent aux Constellations le soir du drame. Je sais exactement qui ils sont et le moment qu'ils vivent eux aussi. C'est des gens qui ont toujours été passionnés par ce qu'ils font. Monsieur et Madame Moretti, c'est ça, c'est des gens qui sont humains avant tout et qui ont travaillé nuit et jour pour faire ce qu'ils ont fait. Le 9 janvier dernier, ils sont convoqués au tribunal et apparaissent en public pour la première fois depuis la catastrophe. Sous une nuée de caméras, ils se feraient un chemin, entourés de leur avocat. Notre équipe tente alors d'obtenir une réaction. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition, vous, maître? Il n'y aura pas de commentaire aujourd'hui, ça fait juste accéder à la salle. L'audience va être longue, plus de 6h30, derrière les murs du ministère public. À la sortie, la prudence est de mise, le mystère reste entier sur le déroulé des interrogatoires. Les familles que vous assistez, et qui quoi? Écoutez, je vais m'entretenir avec elles, je vais leur parler parce que j'ai le droit à elles de parler de ce qui s'est déroulé. Permettez-moi de réserver ces informations-là aux familles qui ont infiniment besoin de réponses et de sentir que cette procédure avance. Et j'espère pouvoir leur apporter ce soir des premiers éléments. Quelques minutes plus tard, Jessica Moretti apparaît. Mère de 2 jeunes enfants, elle reste en liberté. Jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser. Jacques Moretti est lui placé en détention, ici, à la prison de Sion. Mais mardi dernier, il est extrait de sa cellule pour une nouvelle audition fleuve, en présence de sa femme, qui, elle, sera entendue le lendemain. Madame Jessica Moretti est en train de répondre à toutes les questions qu'on lui pose, tant des magistrates que ensuite des conseils des parties plaignantes, des victimes, et elle continuera à le faire jusqu'à la fin de la journée, et probablement que ça se prolongera au-delà. L'audition de la gérante du Constellation dure 11 heures. Sur la mousse antiphonique du plafond, Jessica Moretti affirme que le vendeur spécialisé, à qui elle l'avait acheté, lui aurait assuré qu'elle convenait à un établissement accueillant du public. Jessica Moretti est également interrogée sur les bougies scintillantes, à l'origine du départ du feu. Selon des participants à l'audition, elle aurait affirmé avoir changé de modèle pour des bougies plus petites qui brûleraient moins longtemps par souci de sécurité. Elle reconnaît en revanche que les employés du Constellation n'ont jamais été formés à la gestion d'un incendie, mais que 2 des agents de sécurité l'étaient. On a pu avoir des débuts de réponse, mais encore une fois, il est important que toutes les familles soient entendues, que toutes les questions pertinentes soient posées. Et on a un peu cette frustration à ce stade, malheureusement, et c'est aussi évocateur de la complexité de ce drame. Il faut prendre le temps. Et dans ce contexte-là, on se réjouit de rapidement pouvoir aller au bout de ces premières auditions, parce qu'évidemment l'enquête va progresser. Ensuite, il y aura d'autres éléments. Les avocats des parties civiles sont très critiques sur la manière dont l'enquête est menée jusque-là. Ils déplorent notamment que les téléphones et ordinateurs du couple n'aient pas été saisis plus tôt. Pour obtenir la libération de Jacques Moretti, un de ses proches, qui souhaite rester anonyme, a versé la caution de 215 000 €. Actuellement, seul le couple Moretti fait figure de prévenu dans cette affaire. Le ministère public du canton du Valais a déclaré se réserver le droit de poursuivre toute personne
dont la responsabilité pénale pourrait être engagée.